Bonjour à tous, un Sport Sud ce soir très orienté, vous l'aurez compris, sport de salle, avec bien sûr ce derby hérolté qui avait lieu au Barou samedi soir. Une victoire 3-0 de l'Aragocette face à Montpellier. Nous aurons 2 joueurs de chaque équipe sur ce plateau. Et puis bien sûr, comment ne pas revenir sur la victoire de Montpellier en handball en Ligue des Champions. Près de 8500 personnes présentes à l'Arena pour assister à la victoire face à Préchoff, 40-25. Pour en parler encore à un champion du monde, puisqu'on a déjà reçu William à Cambrai la semaine dernière, Samuel Onrubia. Ça va, Samuel ? Ça va, ça va. Alors vous avez vu, il y a du monde ce soir. Alors ce sont des jeunes qui participent au stage volley vacances de la Croix d'Argent avec la mairie de Montpellier, la Croix d'Argent. Ben, vous pouvez vous applaudir encore une fois. Allez, bonsoir à tous. Allez, on commence par le handball. C'était donc l'avant-dernier match de cette fameuse poule B de Ligue des Champions. Une poule B où il y a bien sûr Hambourg, Montpellier bien sûr, et puis Veszprém, Savehof, Kolding et Prešov, les Slovaques de Prešov, que vous avez gagné 40-25, Samuel. Un match très sérieux. Un gros match, ouais. C'est vrai qu'on s'était dit avant le match qu'il fallait vraiment, dès le début, les mettre derrière, parce que sinon c'est une équipe qui joue bien au handball, hein, qui est pas facile à jouer, et on aurait pu se mettre en difficulté. Donc voilà, on a essayé de plier le match le plus tôt possible pour faire tourner, parce que bon, il y a quand même un match mercredi et puis le choc contre Veszprém le week-end prochain. Donc voilà, il fallait. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait qu'on fasse. Alors quand même, Prešov, c'est la dernière équipe de la poule. Elle n'a pas une grosse défense, mais quand même, il fallait faire attention à cette équipe-là. Ouais, bon, on a vu qui a fait un match nul face à Hambourg. Ouais, bien sûr. Chez elle, c'est une équipe qui est très, très difficile à jouer, qui change sans arrêt de système défensif, et c'est un peu galère à attaquer sur ce genre d'équipe. Et pour peu que l'arbitrage parte un peu de côté, donc ouais, il faut. Ouais, c'était une équipe pas facile à jouer. Ouais. Chez nous, je pense qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait d'entrée de jeu, les contre-attaques. On a été très efficace au shoot au début. On s'est appuyé sur une grosse défense et voilà, on a réussi à faire le trou, et ce qui a permis aussi aux jeunes de pouvoir montrer ce qu'ils savaient faire en fin de match aussi. Alors Samuel, en l'absence de, bon, on voit les images là, en l'absence de Michael Guigou et de Vít Kavtičník, blessés, les cadres ont assuré, notamment vous, Nicolas Karabatic, William à Cambrai et puis Mladen Bojinovic. Ouais, bien sûr, je pense que c'est la force de Montpellier. Il y a un banc qui est conséquent et des joueurs de talent à tous les postes. Donc voilà, quand certains d'entre nous sont pas là, il faut faire le maximum pour pallier à leur absence, et je pense qu'on y est bien arrivé hier soir. Alors vous l'avez dit, Samuel, du coup, du temps de jeu pour les jeunes. Parce que vous avez mis sur les bons rails, c'est l'idéal de rentrer comme ça. Ouais, on a été à leur place aussi il y a 3 ans, 3-4 ans. Donc il y a 4 ans, vous en souvenez, votre première là, en Ligue des Champions? Ouais, bien sûr, c'était contre Bregenz. Ouais. Contre Bregenz, ouais, à la maison. Ouais. Non, c'est des moments qui restent forts, hein, dans la tête des joueurs, et qui emmagasinent pas mal de confiance, et ça fait passer des caps après. Et c'était cool pour eux hier de pouvoir jouer. En plus, ils ont bien assuré. Donc. Oui, alors notamment il y avait Mitar Marquez, le Serbe, alors lui qui est rentré carrément dans le set majeur, hein, puisque il y a Vítko Kavtičník étant blessé, donc il joue à l'aile droite. Donc lui il a bien joué. Également il y a Nicolas Zans et puis il y a Maxime Arvin-Béraud qui vous a remplacé, parce que Patrice Canaillé vous a sorti pour vous faire souffler en prévision des gros matchs qui arrivent cette semaine. J'aimerais qu'on fasse le point sur le classement de la poule, de cette poule B, si vous êtes d'accord. On va regarder les autres résultats. Alors, Hambourg qui l'a emporté, que des victoires à l'extérieur, sauf pour vous. Là, il y a une erreur, mais enfin, c'est Hambourg qui l'a emporté à Savehof 34-31, Veszprém à Kolding 34-29, et puis Montpellier, vous l'emportez 40-25. Face à Prešov, je crois que c'est le même score contre Kolding, non? 40-25. Je ne sais plus. À l'Arena. Alors, vous aviez déjà en tête, Samuel, cette pseudo-finale qui arrive dimanche
face à Veszprém, non? Ouais, étant donné la victoire à Hambourg, après ça laissait envisager que des bonnes choses. Et pour ça, avant tout, il fallait d'abord gagner contre Prešov à la maison, parce que sinon la victoire à Hambourg n'aurait pas eu de sens. Et puis là, on a toutes les cartes dans nos mains. Il suffit d'une victoire contre Veszprém à la maison pour passer premier. Oui, justement, j'ai un peu oublié de vous montrer le classement de cette poule B. Thierry, si tu peux m'envoyer le classement, parce que là, vous êtes donc à 14 points derrière Veszprém. C'est-à-dire que si vous gagnez de plus d'un but, voilà, on sera premier. Ouais. Vous serez premier, parce que vous êtes incliné d'un but là-bas à Veszprém. Ouais. Vous en souvenez de ce match? C'était pas facile. Hein. Moi, j'avais regardé ça à la télé. Oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là. Vous avez mené pendant 55 minutes, et puis après, ils sont revenus dans une ambiance. Là-bas, en Hongrie, on connaît, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on a fait un très beau match là-bas, et en fin de match, si mes souvenirs sont bons, c'était un quart d'heure au 10 minutes de la fin, on perd Nikola Karabatic sur blessure. Le petit frère était sorti avant sur blessure aussi, il s'était ouvert l'arcade. Vít Kavtičník aussi s'était blessé en deuxième période, il n'avait pas pu rentrer, donc on a perdu pas mal de joueurs sur ce match-là, et ça a fait une fin de match un peu difficile, donc là on voit qu'il nous manque Vitko, je ne sais pas s'il jouera la semaine prochaine encore. Mika est encore blessé, Luka peut-être va revenir, voilà, on est un peu dans la même configuration, mais sauf que là on est à la maison, donc il y a un petit avantage psychologique pour nous. Après il faudra quand même livrer un gros match pour l'emporter. Alors cette première place qui est super importante, parce que si vous terminez premier, normalement vous jouez les huitièmes de finale et les quarts de finale à domicile lors du match retour. Ouais, ça c'est super important. C'est un avantage, ouais, c'est un avantage. Après, il faut savoir bien l'utiliser. Et puis après, tout dépend du tirage au sort, quoi. On peut très bien tomber contre un gros club. Mais justement, si vous terminez deuxième, vous risquez de tomber contre Barcelone, par exemple, qui est troisième de sa poule. Donc chose très bizarre d'ailleurs. Non, mais je pense que ça serait bien qu'on finisse premier. Après, comme l'a dit Patrice dans les journaux ce matin, c'est pas primordial non plus pour aller dans le Final Four. On l'a vu l'année dernière d'ailleurs. Oui, vous aviez terminé premier, vous êtes incliné face à Tchekhov, mais il vous manquait pas mal de cadres au mauvais moment en fait. Ouais. Alors j'aimerais qu'on écoute, Samuel, les réactions de quelques-uns de vos coéquipiers, justement, et qui confirment qu'ils avaient un petit peu la tête à Veszprém lors de ce match. On a gagné de 15 buts, c'est très bien. On a vraiment fait des sérieux ce match, parce qu'on savait que ça peut être un grand piège après match à Hambourg qu'on a gagné. Et tout le monde a un peu pensé pour Veszprém, pour la finale, pour la presque finale de poules. Mais finalement, on s'est rien relâché, on était sérieux des premiers jusqu'à 60e minute, et on a fait un bel spectacle et on a fait une bonne victoire. Patrice Canaillé nous a rappelé que ça dans le vestiaire. Il nous a dit que pour jouer un grand match contre Veszprém, fallait passer par celui-là. Sans ce match-là et sans cette victoire, le match de Veszprém ne sert à rien. On est très content d'avoir gagné. C'est vrai que si on gagnait aujourd'hui, on aurait l'occasion de jouer la semaine prochaine la première place. Mais on voulait être concentré d'abord sur ce match-là, parce qu'en perdant, on commettait une grosse erreur et on n'aurait plus la possibilité de jouer la première place face à Veszprém. Donc c'était important de se concentrer sur aujourd'hui et pas de se projeter. En plus on a trois blessés en plus du match qui était là contre Hambourg. Donc Mika, Vid et Luka, ça nous faisait quand même beaucoup de monde, une équipe un peu changée. Donc on voulait montrer, on voulait bien jouer et bien se préparer. Maintenant on ne sait pas quel effectif on va avoir la semaine prochaine, mais ça va être encore un niveau dessus. Alors Samuel, il faudra vous appuyer sur votre point fort, notamment la défense actuellement. Ouais, même si on déplore l'absence de Wissem Ramam qui est blessé depuis longtemps, et de Luka qui sont deux défenseurs en numéro 3 très très importants dans le dispositif. Mais bon, on a retrouvé Rémi Salou qui est en grande forme, donc ça devrait aller. Oui, donc la défense, c'est super important. On l'a vu dans les gros matchs comme ça, face à Hambourg. À Hambourg, vous avez eu une défense... Ouais, c'est là qu'on a gagné le match. Ouais, c'est vrai que si mathématiquement, si on prend pas beaucoup de buts, il suffit d'en marquer un tout petit peu plus que pas beaucoup pour le gagner. Et donc voilà, c'est un secteur dans lequel l'équipe de France montre l'exemple, s'appuie beaucoup sur
sur ces matchs et elle arrive à gagner avec une grosse défense. Donc voilà, c'est l'objectif de ces dernières semaines à l'entraînement et aussi en match de parfaire ce secteur de jeu-là. Alors dans la défense, c'est aussi le gardien. Hein. Et donc, Richard, cette année, les deux gardiens assurent bien. Hein. Ah ouais, c'est une bonne paire, ils sont complémentaires. Hein, et Richard en ce moment fait de très belles performances. Richard Stochel. Le gardien slovaque. Et Mika n'a pas trop eu l'occasion de montrer ce qu'il savait faire, mais c'est vraiment deux grands gardiens qu'on a à Montpellier. C'est vrai qu'alors, avec un Richard Storel à plus de 20 arrêts en moyenne en Ligue des Champions, 22 arrêts, je crois, à Hambourg. Vous, quand vous défendez, j'imagine que pour vous, ça doit vous donner plus d'assurance. Ah bah oui, on se sent en sécurité. Hein. De toute façon, c'est les deux vont ensemble. Si on défend bien, Richard fera des arrêts derrière. Et donc on l'a vu à Hambourg et à la maison contre Prešov. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit clair dans notre tête, quoi. Alors depuis quelques mois, l'équipe aussi s'est rééquilibrée, j'allais dire. C'est-à-dire que vous aviez tendance à pencher un peu à gauche, sur le côté gauche. Et puis maintenant, en l'absence de gaucher sur la base arrière à droite, maintenant vous avez réussi à trouver un bon équilibre, notamment avec Vitko, Kavtichnik qui peut basculer arrière droit, le retour de Aymen Hamed. Ouais, c'est surtout ça le plus important. Je pense que Aymen a été en délicatesse avec son épaule de par sa blessure et voilà, donc le fait qu'il blessure revienne, très longue, hein, je rappelle, 2 ans je crois d'absence. Il est arrivé, en fait, il n'a pas joué pendant 1 an et demi. Il est revenu en début de saison, il a joué à l'aile droite pour se refaire un petit peu son épaule, on va dire. Et puis là, c'était son premier match en tant que carrière. Il nous a dit, il nous a confié à la fin du match, j'ai volé, quoi. Il nous a dit. C'est vrai que pour un arrière de ne pas pouvoir tirer à 100%, c'est un peu problématique et ça restreint un peu tout ce que tu peux savoir faire sur un match. Et là, ce qu'il a montré hier, c'est plutôt encourageant pour la suite, surtout qu'il n'a pas eu de grosses douleurs. Donc ouais, le jeu s'équilibre et puis on a vu que des gens comme Dougie, Nico ou William sont très, très, très capables de jouer sur le poste arrière droit aussi. Ouais, donc il y a une permutation. C'est vrai que Patrice Canaillé, votre entraîneur, a pas mal de choix maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'il peut basculer Nicolas Karabatic, il peut passer à trois droitiers en base arrière, il peut avoir un gaucher, il peut... surtout s'il y a en plus Mitar Marquez qui assure bien aussi, le tout nouveau là qui est arrivé. Ouais, c'est pas mal d'options tactiques et c'est plutôt bien. Ouais. Surtout contre une équipe comme Veszprém qui vont sûrement défendre en 6-0. Il faudra une défense à plat. Donc, faudra réussir à trouver le bon amalgame entre un droitier à droite et un gaucher. Ça va être difficile de trouver les pivots. Alors, on verra. Ok. Alors, bonne répétition ce mercredi à Tremblay en France. Alors, en championnat. Tremblay, c'est pas facile, hein, ce déplacement dans la quête d'un titre de champion en général. C'est une équipe qui revient bien. Hein. On a vu qu'ils étaient un peu en difficulté en première partie de saison. Ils ont eu pas mal de blessures aussi de leur côté. Donc voilà, là ils reviennent. Ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la chef ou je sais plus quoi contre une équipe hongroise aussi. Et ils vont être chauds. Ils vont être de toute façon jouer Montpellier, c'est toujours le match de l'année pour toutes les équipes en championnat. Donc la salle est pleine apparemment, donc ça va être un match relevé, c'est bien. Alors un mot sur la Coupe de France, parce qu'il y a eu le tirage au sort, hein, c'est Greg Antil qui vous a tiré Chambéry en quart de finale. Bon, c'est pas terrible, hein. Chambéry en quart de finale, c'est un tirage très 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 difficile, bien sûr. Mais par contre, en revanche, vous avez joué à la maison et à l'Arena. Donc ça fait un match de plus à l'Arena. J'ai appris ça à l'échauffement, j'en ai regardé le tableau de score en haut, là où c'était affiché. Et, moi, je préfère qu'on les joue maintenant qu'en finale, quoi. Surtout que c'est chez nous. Donc, de toute façon, si on veut aller au bout, il va falloir passer par Chambéry à un moment donné. Donc non, mais c'est bien. Au moins, ça va faire un gros match de plus à l'Arena, c'est bien. Alors, Samuel, votre titre de champion du monde acquis fin janvier, là, maintenant, vous l'avez digéré ? Ouais, on a eu le temps de revenir sur Terre et d'atterrir de notre petit nuage. C'est vrai que c'était pas facile au début de se remettre dans le quotidien de la vie, hein, parce qu'on a vécu quelque chose vraiment d'extraordinaire, c'est assez indescriptible. Donc, c'est vrai que parce que les autres, ils ont l'habitude, Guigou, Karabatic, ils reviennent dans le quotidien du championnat et tout. Et nous, les journalistes, ils nous disent la même chose. Oui, on a l'habitude, etc. Mais c'est vrai que vous, c'était la première fois, quoi. Ouais, avec William, c'est vrai qu'on a première compétition, première médaille, on a un peu de chance de
de passer au bon moment. Non, puis en plus, on a eu pas mal de temps de jeu durant cette compétition, donc on se sent vraiment concerné et on a vraiment le sentiment d'avoir apporté notre pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment une grande satisfaction et ça nous a amené beaucoup de confiance pour la suite. Et voilà, maintenant, on s'est remis dans les clous et voilà, Et vous, personnellement, vous avez progressé, vous sentez cette expérience-là, ça vous a... Sur certains secteurs de jeu, oui, je pense qu'en défense, j'ai beaucoup appris d'un joueur comme Didier Dinard, par exemple. Après, non, ça fait pas de nous des surhommes. Voilà, on reste comme on était, sauf qu'on a une médaille et le palmarès en plus. Et puis bon, certaines personnes qui nous reconnaissent dans la rue, mais bon, ça c'est vrai, différent. La notoriété, ça a changé. Ouais, il y a quelques petites anecdotes rigolotes. D'accord, ok. Mais écoutez, merci Samuel. Restez avec nous juste très rapidement du foot et puis les résultats de la 25e journée de Ligue 1. Et bien sûr, ce match nul, on va regarder le tableau. Ce match nul de Montpellier à Sochaux, 0-0. À noter que Montpellier a joué près de 45 minutes en supériorité numérique. À noter aussi l'expulsion d'Emir Spajic en fin de match. Alors au classement, ça nous donne Montpellier 6e avec 38 points, quand même à 4 points de Lyon. Montpellier reçoit Rennes, c'est samedi soir à la Mosson à 19h. Merci Samuel et puis bonne chance cette semaine décisive en championnat à Tremblay en France et puis en Ligue des Champions ce rendez-vous face aux Hongrois de Veszprém. Allez, un petit clin d'œil à Julien Lamoussière, encore on applaudit. Merci Samuel. C'est la pub, on se retrouve avec du volleyball. Merci. Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Das ist der neue Opel Meriva, ein Familienauto deutscher Qualität. Flex Doors, das praktische Türkonzept. Eine deutsche Erfindung. Flex Rail, die clevere Ablage. Flex Space, das geniale Sitzsystem. Eine deutsche Technologie. Flex Floor, zum einfachen Verstauen. Eine deutsche Idee. Der Meriva passt sich perfekt an unsere Familie an. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. À partir de 11 900 €. Opel. Avant de retrouver nos invités du volley, un côté vestiaire consacré à lui aussi un volleyeur, c'est Loïc Lemarec, le passeur du Montpellier Volley, arrivé dans l'équipe à l'intersaison. Il nous a ouvert les portes de son vestiaire. Salut, je m'appelle Loïc Lemarec, je suis passeur du Montpellier Volleyball et bienvenue dans mes vestiaires. Donc on est avec Loïc Lemarec, le passeur du Montpellier Volley, ex-joueur d'équipe de France. Loïc, on est dans les vestiaires, dans ton coin vestiaire, il est où? Alors mon coin vestiaire, eh bien, il est là. Alors je viens juste de l'intégrer. Il n'y a pas encore le bon numéro, il n'y a pas encore le nom, mais j'y ai laissé déjà quelques petites affaires. Donc voilà, un coin stratégique, à savoir dans un angle où j'ai la vue sur tout le monde. Il y avait quelques anciens Montpelliérains qui avaient déjà leurs affaires. Et c'est vrai que celui-ci n'était pas pris, il me plaisait bien. Petite anecdote, c'est celui que j'avais justement pour une Ligue mondiale France-Russie à Montpellier. D'accord. Donc voilà. Et ça t'avait réussi? On avait gagné un, on avait perdu un. Dans l'ensemble contre les Russes, c'était plutôt une bonne opération, quoi. Donc Loïc, tu es superstitieux? Pas vraiment. Je sais pas comment l'appeler. Je pense pas que ce soit de la superstition, car je me gâche pas la vie. Mais j'ai mes petits
Voilà, j'ai 2-3 petits trucs qui me font plaisir, auxquels je tiens. Lesquels par exemple, mon numéro de maillot. J'ai le 11, ça fait un petit moment qui traîne avec moi, donc c'était important que je l'ai cette année. À côté de ça... Est-ce que tu as un protocole avant chaque match, des habitudes? Ouais, une petite routine, on va dire, quoi. C'est vrai que... alors, pendant la semaine, non. Hein, mais le jour de match, on va dire que quand le match est à 8h, c'est vrai que ma journée est réglée en fonction de ce match. Hein, c'est-à-dire que y a un lever avant... en fonction de l'heure du décrassage. Ensuite, c'est vrai que le midi, je mange souvent la même chose, savoir du poulet ou avec des pâtes, voilà. Suivi de une petite sieste. Souvent, je vais promener mon chien. J'en profite pour aller promener mon chien quand je suis à domicile. Voilà, ça m'aère un petit peu, ça me fait une petite balade sympa. Et quand tu arrives dans les vestiaires, est-ce que tu es du genre à exprimer ton stress ou tu es plutôt renfermé, tu restes dans ton coin là, de vestiaire et tu restes concentré? Non, je suis pas celui qui va mettre l'animation dans le vestiaire, hein, à parler beaucoup, ça s'extérioriser par rapport à ça. Je suis pas non plus coupé dans mon monde, dans ma bulle, mais bon, c'est vrai que je suis plutôt calme et je suis pas trop extravagant ni extraverti, on va dire. Alors, est-ce que tu as une petite technique pour chasser la pression, on va dire? Pas vraiment. Je pense que justement cette petite routine de la journée me fait rentrer dans mon match petit à petit. Voilà, je rentre, ça commence dès le matin, et petit à petit je rentre dans mon match. Et arrivé dans le vestiaire, je suis pas là à me dire oh là là, plus qu'une heure et on joue, le truc est mûri et réfléchi depuis un moment, donc voilà. Et à côté de ça, quand je vais sortir du vestiaire, je vais m'échauffer aussi un peu de la même manière. Voilà, tout se met en place, cette petite horlogerie, c'est un peu grand ou un peu fort, mais toutes ces petites choses font que j'arrive au premier point du match en me disant bon bah voilà, ça y est, j'y suis, j'ai fait mon taf, j'ai tout fait pour qu'on y arrive. Maintenant, voilà, place au jeu, quoi. En plus, toi, tu as un poste particulier puisque tu es le passeur, tu es un petit peu le chef d'orchestre en volleyball. Donc, tu as toutes les combinaisons, le jeu adverse à analyser dans la journée, c'est ça? Dans les vestiaires? Ouais, on se rappelle tout ça, on se remémore la vidéo, tout ça? Bien sûr. Mais ça, la vidéo, c'est dès quelques jours avant. Même ça fait quelques joueurs ou quelques équipes, ça fait un moment que je les joue, que je les côtoie. Donc ce travail est fait bien avant le match, hein. Moi, comme je disais, je veux arriver pour le premier point où j'ai pensé ma stratégie, je sais où je pense savoir quoi faire à des moments clés et tout ça est travaillé en amont pour justement ne pas arriver au dernier moment et tout soit confus, avoir trop d'informations pour le match, quoi. Alors on va s'asseoir si tu veux bien, et ton meilleur souvenir de vestiaire, ou ton plus mauvais, comme tu veux. Eh bien, pour le meilleur, c'est assez difficile à dire, parce que c'est vrai que il y a eu ce titre avec Cannes de champion de France où c'était vraiment extraordinaire, parce que sur une série de matchs, sur une saison incroyable, et ça se termine en titre. Mais j'ai des souvenirs aussi à Toulouse où c'est tout l'inverse, où pendant 2 années de suite on s'est maintenu en première division sur le dernier match. C'était nos finales à nous, c'était celui qui perd, il descend. Et donc une délivrance extraordinaire à chaque fois. Et quand même des grosses déceptions, cette finale de Ligue mondiale perdue contre le Brésil. Vous meniez 2-7-0, je crois, vous perdez la finale de Ligue mondiale en 2006. En 2006, mais alors ça c'était une grosse déception, c'est vrai, ça reste la Ligue mondiale. Mais niveau personnel, moi ce qui m'a fait le plus mal et ce qui était le plus dur, c'était cette non-qualification aux Jeux Olympiques pour Pékin. C'était un tournoi au Portugal où on a perdu contre les Tchèques.
Et ce qui fait qu'on ne s'est pas qualifié pour ces jeux. Et c'était très dur parce que pour moi, c'était un rêve de gamin. C'était essayer d'avoir l'aboutissement. C'est vrai que j'avais gagné des titres en première division. Il me manquait quelque chose. Il va me manquer quelque chose, je pense, peut-être pour les jeux. D'avoir fait les jeux, quoi. Voilà, ça restera ma grosse déception, quoi. Les vestiaires, finalement, au sport de haut niveau, c'est un petit peu comme en théâtre, les coulisses avant de rentrer sur scène, c'est ça? Est-ce que tu es conscient que tu vas participer à un spectacle? Ah mais complètement, je crois que c'est notre métier, hein. Alors c'est sûr qu'il tient à être dans la discipline, avoir des résultats, mais d'un autre côté, on est là aussi pour faire plaisir à un public, on est là pour régaler des gens. Et monter en scène, travailler toute l'année, toute la semaine pour monter un spectacle le week-end qui soit digne de ce nom. Donc ça passe par les résultats sûrement, mais il y a aussi toute cette notion de spectacle qui fait que les gens veulent revenir nous voir jouer, quoi. Je le prends comme ça, moi, ouais. Et à la pause, parce qu'il y a les vestiaires. Pendant le match aussi, vous faites une pause, une sorte de mi-temps, on appelle ça une entracte, de 7. Le temps mort des 10 minutes, ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Toi, tu restes concentré, tu parles, tu dis rien, j'écoute les consignes du coach qui sont souvent soit les mêmes si ça se passe bien, soit on fait des petites améliorations. Et si moi j'ai vu certaines choses dans le match, je les exprime, à savoir si je pense qu'il faut changer, s'il ne faut pas. Enfin, voilà, ça reste très tactique, très collectif pour avancer, quoi. Je m'en sers de ça parce que c'est suffisamment difficile d'attendre 10 minutes, de couper complètement un match, de rentrer dans un vestiaire, se réchauffer, tout ça, qu'il faut essayer de le mettre à bon profit, quoi. Loïc, dans les vestiaires, c'est aussi un lieu de délivrance quand on vient de gagner un match très important. Ton plus gros pétage de plomb, on va dire, c'est quoi? Tu t'en souviens? Est-ce que tu peux nous le raconter? Ouais, mais le plus gros pétage de plomb, j'en suis pas super fier. Alors sur une victoire, il y a eu des victoires formidables. Alors moi, tout le monde est très content, on saute dans tous les sens et voilà, mais c'est pas forcément péter les plombs. Je veux dire, c'est n'importe qui ferait ça. Non, ça m'est arrivé après une défaite assez lourde de conséquences où j'estime qu'on a été lésé par l'arbitrage. Enfin, toutes les circonstances ont fait que on voulait qu'on perde. Et c'est vrai, avec 2-3 coéquipiers, on a démonté le vestiaire, quoi. Mais de rage, quoi. De rage parce que après on a essayé de réparer, on s'est excusé, mais sur le coup, on pouvait pas se contenir, quoi. D'accord. Et juste, est-ce que tu es d'accord avec les footballeurs, notamment de l'équipe de France, qui disaient l'été dernier que ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire? Je le pense sincèrement au niveau des relations, tout ce qui est relations humaines, tout ce qui peut se dire entre deux joueurs, entre un entraîneur et un joueur. Après, il y a des actes qui sont trop forts peut-être pour qu'on le garde dans le vestiaire, mais bon, ça je l'ai pas vécu. Mais tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être vraiment relation homme à homme, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de charges, il y a tellement de choses qui se passent au niveau émotionnel ou entre les gens qu'il y a un moment, des mots peuvent dépasser ce qu'on pense ou pas, et je pense que tout ça doit rester enfermé entre quatre murs, quoi. Ok, mais écoute Loïc, je vais te faire signer le maillot côté vestiaire. Tiens, grand plaisir. Je te laisse l'attraper, je te donne le stylo qu'il faut. Un bon numéro, le 7. Ouais, pourquoi? Parce que je connais beaucoup de grands joueurs qui ont le numéro 7, tout simplement. Donc s'ils en sont là, ma signature, je mets toujours mon petit numéro, on en parlait au début de... numéro 11. Le numéro 11, voilà. Ok, si tu veux bien me le montrer à la caméra. Ok. Mais écoute, c'était côté vestiaire avec Loïc Lemarec. Merci Loïc. Merci, salut à tous.
Et avec les applaudissements, on se retrouve sur le plateau de Sport Sud. Alors, c'était du volleyball, mais on envoie quand même le jingle. Tant pis pour les applaudissements. Alors, il y a un vrai match sur ce plateau. Comme en beach volley, j'allais dire un peu en 2 contre 2. Il y a Guillaume Casque d'un côté et Franck Lafitte pour le Montpellier Volley. Ça va ? Ça va bien. Et puis de l'autre côté, il y a Edouard Rolandson et Baptiste Géder pour l'Arago 7. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Hein. Alors sur le plateau, je ne sais pas qui va gagner, mais en tout cas sur le terrain, c'est 7 qui l'a emporté, 3-7-0. C'était le score 27-25, 25-20 et 25-23. Alors la parole d'abord au vainqueur. Edouard, vous avez pris votre revanche par rapport au match aller. Vous aviez perdu 3-7-2, même si ce n'était pas l'essentiel. Non, c'était pas l'essentiel. C'est sûr que c'est une belle revanche qu'on vient de prendre donc, ce week-end. J'ai envie de dire, au-delà du derby, nous on était sur 2 défaites, donc on voulait vraiment reprendre de la confiance et prendre les 3 points à domicile, donc face à Montpellier, était très important donc, à ce niveau-là. Alors qu'on est en train de regarder les images ensemble, Baptiste, c'était une vraie bataille service bloc, hein, on peut dire. Oui, il y a eu beaucoup de days, on a pu voir sur ce match-là. Je sais pas quoi dire. Non, c'est ça, c'était l'importance du service de part et d'autre dans ce match. Bah oui, de toute façon, dans le volley, l'important c'est le service, oui. S'il n'y a pas le service, après... Après, le rouage ne se fait pas. Non, j'ai du mal, là. Ouais, c'est vrai que c'est le service... Alors, c'était quand même le premier set qui vous tendait les bras, Guillaume, et puis c'est vrai vous meniez pendant tout le long du set. Après, on a obtenu 2 balles de set à 24-23 et 25-24 pour nous, pour ensuite nous incliner 27-25. Je pense que vous loupez 2 services. Sur une faute de service en plus, ça fait mal au moral, et puis je pense que ça remet 7 dedans, puisqu'on avait vraiment bien débuté le match. Donc voilà, on s'est un petit peu sabordé, comme on dit. Et, après, on n'a pas su rebondir au second sur notre fin de set. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, Franck, Edouard. Oui, désolé. Ils ont dominé à chaque début de set grâce à leur service. Donc c'est là où ça a été important de le préciser. On a couru derrière le score pendant les 3 sets. Et à chaque fin de set, donc au Money Time, à partir de 20, on a su passer devant. Et en tout cas, on a saisi notre chance au bon moment. Oui, Franck, je vous pose la question. J'ai trouvé que vous avez manqué de niaque un petit peu sur les moments forts, là, un peu. Je ne sais pas si on a manqué de niaque, c'est quand même une grosse caractéristique de notre équipe. Après, je pense qu'on a surtout manqué de réalisme, comme disait Edouard, dans le Money Time, quoi. C'est ce qui a fait la différence. C'est sûr, on peut faire des super sets, des bons débuts de set, bien servir pendant tout le set, et puis arriver à 20, peut-être un peu se relâcher, je sais pas trop. Je pense que gros manque de réalisme. Après, eux, ils ont bien su gérer leur fin de set, intelligemment, peut-être contrairement à nous, on a voulu peut-être trop forcer alors que c'est pas forcément notre jeu. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un match assez bizarre, quand même, avec pas mal de fautes de part et d'autre. Est-ce dû à la qualité de service, justement, ou pas ? Oui, déjà, il y a eu beaucoup de risques au service, donc c'est pour ça qu'il y a eu des aces, parce que quand ça passe et qu'on prend des risques, c'est très difficile à réceptionner, et ensuite, voilà, il y a beaucoup plus de possibilités de faire l'erreur, de faire la faute, donc voilà, il y a parfois pas mal de déchets lors de certains matchs. Là, ça a été le cas. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, je vous propose de faire une petite pause, parce qu'on est obligé de faire une petite pause publicitaire, et puis on en parle après. D'accord ? Vous vous posez des questions sur votre avenir, celui d'un proche, une question d'ordre sentimental, financier, professionnel ou tout simplement familial. Je suis à votre disposition. Contactez dès à présent Claude Alexis au 0892 65 00 75 0892 65 00 75. Das ist der neue Opel Meriva, ein Familienauto deutscher Qualität. Flex Doors. Das praktische Türkonzept. Eine deutsche Erfindung. Flex Rail, die clevere Ablage.
FlexSpace, das geniale Sitzsystem. Eine deutsche Technologie. FlexFloor, zum einfachen Verstauen. Eine deutsche Idee. Der Meriva passt sich perfekt an unsere Familie an. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. À partir de 11 900 €. Opel. La modernisation de l'État, qu'est-ce que ça change pour vous? Delphine a eu son premier rendez-vous à Pôle emploi la semaine dernière. Elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. Elle est sortie rassurée. Aujourd'hui, l'État se modernise et devient plus simple. Pour Delphine, ça veut dire que tous les services dont elle a besoin pendant sa période de recherche d'emploi se situent désormais à un seul endroit. Avec Pôle emploi, Delphine a maintenant un interlocuteur unique qui s'occupe à la fois de son indemnisation et l'accompagne dans ses recherches d'emploi. Et ça lui permet d'avoir plus de temps pour préparer ses entretiens d'embauche. L'État se modernise pour vous simplifier la vie. Pour vous, c'est quoi la confiance? Devenez vous-même. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Parce que cette semaine... Eh oui, c'est le tram. Nous sommes dans la ligne numéro 1, Caroline numéro 1. Tout à fait. Et cette semaine, on vous emmène avec nous à la découverte du tram et de ses utilisateurs. Oh, c'est joli ce que tu dis. Oui. Ah. C'est la ligne numéro 1 quand on va la faire de la Mosson, À Odysseum, d'Odysseum à la Mosson. avec de belles surprises. Eh oui. À mardi. Amstramgram. Et ça continue, ça n'arrête jamais. Vous savez, télescopie toutes les semaines, les grands malades de notre région, on essaie de les soigner. Et cette fois-ci, eh bien, c'est un enseignant, mais un rugbyman, un homme qui s'en mêle. C'est Pascal Mancuso qui est très malade. Hein, vous êtes très malade? Prouvez-le, Pascal. Eh bien, mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Est-ce que vous pouvez me répéter ça? Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Voilà, c'est bien ce que je vous dis. Bon, à mardi, Pascal, vous le voyez tous les mardis d'ailleurs dans l'Ovalie et chez nous dans Télescopie. De retour sur le plateau de Sport Sud avec le public, ça fait du bien. Alors, Édouard, vous avez su être patient lors de ce match, parce que vous avez été mené, on l'a dit déjà. Ouais, et d'ailleurs c'était une de nos forces, c'est qu'on n'a pas douté à aucun moment. Et je pense que contrairement à ça a pu paraître de l'extérieur, on n'a pas douté, on est resté concentré sur notre plan de jeu, sur la tactique que Patrick Duflo nous demandait, nous demandait de suivre. Et c'était quoi la tactique justement face à Montpellier ? La tactique, donc c'était déjà de tout commencer par le service, une bonne qualité de service. Et c'est d'ailleurs grâce au service qu'on a pu avoir un bon système bloc défense. Donc voilà, nos centraux, donc Jakub Vesely, le Tchèque, et Tommy Sanger ont fait une belle partie au bloc. Et ensuite, derrière, c'est tout simplement plus facile de se placer en défense. Est-ce que vous n'avez pas baissé aussi votre qualité de service après, hein, parce que Benjamin Tonuti, à la distribution sétoise, a pu placer son jeu après. Hein. Déjà, c'est vrai, comme l'a dit Édouard, quand on essaye de mettre une grosse pression au service, forcément, ça engendre pas mal de fautes. Et on sait que l'équipe de l'Arago est connue pour sa qualité de réception et de défense. Ouais. Donc c'est une équipe qui est équipe joueuse, qui est usante parce que la balle revient souvent. C'est vraiment une équipe qui joue bien au ballon, qui fait peu de fautes. Et donc voilà, forcément, au bout d'un moment, on essaye de forcer notre jeu. Et donc quelques fautes. C'est ça, Franck, vous avez forcé votre jeu, arrivé à 16, 17 points surtout, dans chaque set. Vous avez eu trop bien faire, comme va le dire, on va l'écouter Arnaud Josserand. C'est vraiment les fins de set. Ça a été vraiment serré, même on a mené sur quasiment les 3 sets, quoi, jusqu'à 20. Après, peut-être qu'on s'est soit pris trop de risques au service, soit pas assez. Et derrière, avec Benjamin qui est un super bon passeur, qui distribue bien, on prenait des trous, quoi. Ouais, non, je pense que c'est vraiment un manque de réalisme ou je sais pas, mais vraiment c'est la gestion des fins de set qui nous a tués sur ce match-là, quoi.
Alors sous les yeux, il y avait Philippe Blain, l'entraîneur de l'équipe de France, qui était présent. Alors qu'on découvre d'autres images de ce match, j'aimerais qu'on reparle un petit peu d'abord qu'on voit l'analyse de vos entraîneurs respectifs sur ce match. On écoute. On a bien joué tous les débuts de set. Malheureusement, on veut forcer notre jeu. Quand on joue bien, on a tout le temps été devant de 2 ou 3 points. Mais à partir du milieu du set, on fait des fautes parce qu'on veut en faire plus au lieu de continuer à bien jouer. Et en plus, je trouve que sur contre-attaque, on a moins bien défendu que le set. Mais sur contre-attaque, on n'a pas été efficace. On n'a pas osé. Et quand on n'ose pas sur des matchs comme ça, on ne gagne pas. On sortait de 2 défaites d'affilée en championnat, plus une en Coupe d'Europe avec l'élimination. Donc il fallait surtout pas rentrer dans une spirale négative. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai insisté au niveau des mecs. C'est vrai qu'il y avait la notion de derby, mais il y avait aussi cette notion-là d'essayer de garder notre 3e place et surtout de renouer avec la victoire. Donc voilà, c'est fait. Pas vraiment avec la manière. Je pense qu'on n'a pas fait un grand match. Ça a été vraiment une guerre de service. Que ce soit du côté de Montpellier ou de chez nous, on a très bien servi des deux côtés. Et c'est ce qui a rendu un match un peu décousu par moments, mais bien intense quand même. Alors, j'aimerais qu'on regarde les résultats de cette journée. Thierry, si tu les as, les tableaux. Tourcoing qui l'emporte à Toulouse 3-0, Nice à Saint-Quentin 3-1, Rennes 3-0 face à Nantes-Rezé. Nantes-Rezé, d'habitude, la bonne surprise de ce championnat, mais qui est passé au travers dans ce derby. Poitiers-Beauvais 3-7-2, Paris-Ajaccio 3-7-1. Notamment grâce à un bon Weber, la nouvelle recrue de Paris. Cannes-Tours 3-7-2 et puis Arago-7-Montpellier 3-0, ce qui nous donne au classement Poitiers, seul en tête avec des 20 matchs joués. Tours 2e avec un match en moins, l'Arago-7 3e avec un match en moins également. Cannes 4e 33 points, Montpellier 33 points. Mais là c'est très serré entre la 4e et la 7e et 8e place qualificative pour les playoffs, Franck. Cette année, on assiste à un championnat vraiment très serré, quoi. Chaque match est important. Il y a vraiment Poitiers et Tours qui survolent un peu le championnat. Et derrière, jusqu'à la 10e place, il y a 4-5 points, pas plus, quoi. Donc il va falloir s'accrocher. Là, il reste 6 journées. Voilà, tous les matchs sont primordiaux. 7 a pris un peu d'avance, là, 4 points d'avance. C'est 3 points par victoire, 2 points si on va en 5-7. C'est là votre parcours de fin de saison, vous le jugez comment? C'est difficile ou plutôt plutôt difficile puisqu'on a la réception de Toulouse samedi prochain et ils ont fait signer un joker médical à la pointe. Ah oui, c'est qui? Un joueur américain. Ah d'accord. Que je ne connais pas mais qui va sûrement leur faire du bien. Après, on a un déplacement à Cannes, la réception de Paris, un déplacement à Tourcoing et la réception de Tours. C'est vrai que déplacement à Cannes, finaliste l'an dernier. Paris qui revient bien avec son nouveau pointu. Paris qui revient bien avec leur nouveau pointu. Tourcoing qui est une bonne équipe et on va jouer là-bas. Et Tours qui est second du championnat. Donc 6 matchs, dont 4 matchs qui vont être difficiles, plus un déplacement à Ajaccio. C'est jamais facile de jouer là-bas. Donc tous les points vont être importants et nous on va essayer de se maintenir dans les 8 premières équipes du championnat pour rester dans la course au play-off. Quart de finale, demi-finale, enfin, au moins les demi-finales pour Montpellier. Et donc vous avez fait un beau parcours en Coupe d'Europe, Baptiste et Édouard. Quart de finale, élimination face à Trévise, alors qu'il y a des rires derrière moi, c'est normal. Quart de finale face à Trévise, Baptiste, c'était vraiment... vous êtes éclaté lors de cette Coupe d'Europe. Oui, pour nous, c'était que du bonus de jouer contre une équipe comme ça, une grosse équipe européenne qui avait un physique mais vraiment impressionnant par rapport à nous, qui a une moyenne de taille à peu près de 2 mètres dans l'équipe. Et donc bon, c'était vraiment un match très intéressant pour nous d'avoir joué contre des gros d'Europe. Une défaite chez eux 3-2 qui se passe pas grand-chose pour nous.
Et une défaite à la maison 3-2 aussi, donc pour nous c'est bon. Il y a les 2 défaites, mais c'est des bonnes défaites. On a vraiment bien travaillé contre eux. C'est une bonne expérience acquise. Alors vous avez marqué un peu après cette euphorie de la Coupe d'Europe. Vous avez un peu marqué le coup physiquement, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous avez perdu les deux derniers matchs de championnat avant de gagner celui-ci. Physiquement et surtout mentalement, on a eu mentalement. Vous avez eu besoin de relâcher un petit peu tout ça. Ouais, on a eu un gros coup de moins bien. Après voilà, je pense que ça s'explique assez logiquement. Il n'y a pas de, c'est pas la crise. C'est un peu difficile de revenir après 2 matchs tous les 3 jours. Donc voilà. Avec un petit effectif quand même. Voilà, il y a eu la blessure de notre pointu Simovski, qui apporte beaucoup depuis le début de la saison, qui a été déjà un premier coup de moins bien, et puis Juno qui apporte Juno Mistoko, qui est le deuxième pointu, qui apporte énormément là déjà contre Montpellier, qui sort un super match avec Baptiste, il faut préciser, qui ont fait vraiment qui a apporté un. Et Baptiste qui a fait la belle de match, comme d'habitude, hein, j'allais dire, face à Montpellier. Déjà l'an dernier, je m'en souviens, sur une pipe. Ouais, on en avait discuté avec Benjamin, déjà le passeur, l'année dernière. C'était prévu, d'accord. Ouais, c'est prévu. Voilà, il le sait, il sait bien que contre Montpellier, moi j'ai toujours. C'est mon ancien club, donc j'ai toujours envie de gagner contre mon ancien club, ce qui est un peu normal. Bon, c'est le derby en plus. Donc il sait qu'à ce match-là, je serai présent chaque fois, et je lui avais demandé de me donner la dernière balle, donc il l'a fait. Et ça a réussi, donc c'est très bien. Ça a réussi, en plus vous étiez en 1 contre 1, donc c'était parfait. Sur une réception d'Edouard, peut-être, je ne sais plus. La dernière peut-être. Non, c'était Manu Ragonde qui vient la prendre. Ok, un mot pour conclure sur ce match, sur la notion de derby. Alors vous, c'était votre premier derby héroltais, puisque vous êtes arrivé cette saison au Montpellier Volley, Franck et Guillaume. Ouais, c'était le premier derby au Barreau. Et alors, ça vous fait quoi? C'est sympa à jouer, c'est sympa, il y a beaucoup d'ambiance. La salle du Barreau, c'est une petite salle, et le public est assez chaud. Donc c'est vraiment sympa à jouer, c'est des bons matchs, même si ça chambre un petit peu. Les gars en face, on se connaît quand même très bien. C'est vrai, à travers les filets, ça a parlé. Là, j'ai pas trop vu. Moi, je trouvais que c'était assez correct. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous, de l'extérieur, vous voyez pas grand-chose. Ouais. Et sur le terrain, je peux vous assurer que même s'il y a un filet, qui sépare les deux équipes, il y a pas mal de petites réflexions, un peu. Alors c'était quoi les duels lors de ce match? C'était qui contre qui là? J'ai pas fait gaffe. Je sais que les petits jeux de regard, déjà, ça c'est très sympa. Ça c'est Edouard, ça. Parce que moi, j'ai pas grand chose à faire dans mon petit coin. Oui, c'est vrai que vous êtes libéraux, je rappelle aux téléspectateurs. Donc libéraux, vous faites que les rotations derrière. Voilà, aux 3 postes derrière, donc vous passez pas devant, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Je suis très frustré. Et j'ai besoin de justement dégager cette frustration en faisant ce genre de petits exercices que je peux faire en les regardant, leur balançant une réflexion du style de toute façon arrête ton délire, arrête ton cirque, parce que là tu fonces droit dans le mur, des trucs comme ça, quoi. Donc alors, il faut rappeler que vous connaissez bien, parce que vous êtes tous passés par le Centre national de volleyball à Montpellier. Donc vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans, c'est ça, à Montpellier, chacun de votre côté? C'est ça. Oui, c'est ça. Avec 2 générations, c'est-à-dire que vous êtes la même promotion, voilà. Édouard et Baptiste? On est de la génération 87-88, et donc Guillaume et Franck sont de 89 et 90. Voilà. D'où la coiffure, voilà. Génération. Ils sont encore un peu plus jeunes, ils se cherchent encore. En plus, tous les 4, pendant un an, on a été ensemble au CN. Ouais, on n'est pas de la même génération, on est rentrés en même temps en fait aussi. Vous êtes rentrés en même temps, d'accord, ok. Donc une génération a chassé l'autre. Alors, quel souvenir vous avez de ce Centre national de volleyball qui maintenant a alimenté la plupart des joueurs français du championnat de France, et puis également qui alimente des joueurs pour l'équipe de France? Sous la houlette de Eric Daniel? C'est ça, ouais. Et Philippe Salvant. Marc Castel. Ouais, Castel 2016. Alors, quel souvenir vous avez? C'était une super formation. Alors, quel genre de souvenir? Parce qu'il y avait des souvenirs. Non, de volley. On reste sur le volley. Après, sur le volley, ouais. On parle pas des sorties Rockstar, non, au volley. Non, déjà, on a beaucoup appris. C'est quand même une des meilleures formations de France, c'est le Pôle France, tout simplement. Donc, on a les meilleurs espoirs français. On a beaucoup travaillé en muscu, on a tous progressé physiquement en sortant de là, même si parfois il y a quelques petits pépins qui doivent être gérés. C'est vrai que c'est
Moi, c'est des souvenirs que j'ai pris physiquement en 2 ans assez vite. Et vous évoluiez en Pro B, hein, c'est ça? Donc, non, pas encore, c'était la National 1, d'accord. Mais alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois vous commencez le championnat, vous aviez des difficultés, puis en fin de championnat, vous arriviez à gagner toutes les équipes, c'est ça? Ouais, le début en fait c'est... faut créer le groupe, il faut arriver à créer un collectif en fait, et au fur et à mesure de la saison, le collectif se crée, on arrive en plus après à mieux jouer ensemble, les équipes on les connaît, on fait des préparations de matchs sur eux, donc c'est plus facile pour nous de jouer, et on serait... comment dire, on prend le dessus. Enfin, ce qui est important de savoir, c'est que au CNVB, on ne travaille pas pour gagner le week-end. C'est-à-dire qu'on s'entraîne comme des malades tous les jours, même le vendredi. Or en championnat de France, donc en Pro A, on est là pour gagner le week-end. Donc on est ménagé avant les matchs. C'est difficile de passer de cet état d'esprit de formation à la compétition. C'est vraiment différent. Là-bas, c'est une structure qui est vraiment pour la formation. Enfin, on est en cours, on arrive, on pose le cartable, on va direct à l'entraînement. Après, c'est vraiment le CNVB, c'est très bien pour progresser. La plupart des joueurs qui arrivent là-bas ont un niveau correct parce que c'est des bons espoirs, et derrière ça se transforme c'est un travail acharné, quoi. Et ce que dit Edouard, c'est vraiment sur le long terme, c'est pas comme en professionnel où là plus on travaille les acquis pour être vraiment fort le week-end. Là c'est vraiment sur du long terme, quoi. Alors un mot sur l'équipe de France, parce que vous y êtes en équipe de France, hein, Baptiste et Edouard. Oui. Et puis vous peut-être vous y serez aussi, je suis sûr que vous êtes on espère. Repéré par Philippe Blain, suivi par Philippe Blain. L'équipe de France, c'est vraiment un objectif en soi, ouais. Oui, c'est toujours un objectif. Quand on est à ce niveau-là, on veut représenter son pays. Et ça, c'est des valeurs que tout sportif a envie de vivre. Et donc voilà, chaque année, il faut savoir que c'est une remise en cause, une remise en question de se dire sa place, est-ce qu'on l'a gardée? On n'est jamais sûr de rester en équipe de France, donc il faut toujours bosser dur pour y rester, quoi. Et vous, ça vous fait rêver tous les deux? Ouais. En plus on a vécu en jeune, quoi, déjà on y a goûté un peu. En cadet, en junior, et puis là depuis 2 ans en A', donc un petit peu l'antichambre de l'équipe de France A. De l'équipe A, ouais. Donc, tu commences à porter le maillot en jeune, tu touches un petit peu du doigt quelques compétitions comme des championnats d'Europe, championnats du monde. Donc forcément on a envie que l'aventure continue avec les grands, avec Léa. Et puis avec, je pense, le rêve pour tout sportif professionnel et de haut niveau, c'est les JO. Un jour, on espère tous les faire. Donc, écoutez, merci en tout cas tous les 4 d'être venus. Match, moi je dis égalité, hein, comme l'école des fans. Sortez-les. 17 tout le monde. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Avant de se quitter, quelques images de la Chistera. C'est le bar tenu par François Trinduc. Enfin, pas samedi soir puisqu'il jouait à Twickenham, mais il y avait du monde pour suivre cette Angleterre-France conclue par un 17-9, vous le savez, pour les Anglais. Certains joueurs du MHR comme Quentin Doumerou, ou bien vous allez le voir normalement sur les images, Fulgence Ouedraogo étaient présents pour supporter leurs coéquipiers. Demi-ouverture du MHR. Un mot sur la blessure au genou de François Trinduc. Apparemment, c'est juste une contusion. Il pourrait être aligné face à Agen samedi prochain. N'oubliez pas, demain, c'est Ovalie Hebdo à 19h45. Le magazine 100% consacré au MHR. Allez, ciao, ciao. Merci à tous et merci aux enfants d'être venus. Vous pouvez vous applaudir.